Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est l'un des auteurs contemporains français les plus lus au monde. Véritable raconteur d'histoire, conteur d'histoire on dirait même, mêlant réel, philosophie et fiction, il nous pousse à réfléchir et nous transporte en nous faisant rêver. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Quand je dis que vous mêlez la philosophie et la fiction, est-ce que ça vous paraît pertinent quand vous réfléchissez à ce que vous allez, ce que vous écrivez, ce que vous avez déjà écrit et ce que vous continuez d'imaginer? Est-ce que vous avez l'impression que c'est le chemin que vous faites? Alors, le mot philosophie et fiction me convient. Je veux dire fiction parce que je suis romancier, donc ce que je raconte, c'est pas forcé d'être vrai. Et philosophie, dans le sens originel, ça veut dire qui recherche la sagesse. C'est aussi pour s'opposer, j'aime bien le mot philosophie-fiction, parce que c'est pour se différencier de science-fiction. Parce que science-fiction, c'est un mélange de science et de fiction, même si je fais un peu de science-fiction et que je lis beaucoup de science-fiction. Mais ça sous-entend que nous serons sauvés par la science. Or, la science, pour l'instant, ne fait que nous offrir des outils plus performants. Mais ces outils, si la mentalité n'est pas bonne, c'est-à-dire vous pouvez utiliser un marteau pour construire une cabane, mais vous pouvez l'utiliser pour fracasser un crâne. Vous pouvez utiliser le nucléaire pour faire de l'énergie, et vous pouvez l'utiliser pour faire une bombe atomique. C'est-à-dire que n'importe quelle technologie de pointe, entre de mauvaises mains, ou avec des gens mal intentionnés, peut faire des dégâts, comme n'importe quelle technologie avec des gens bien intentionnés peut faire beaucoup de bien. Donc la science, c'est un peu pour se différencier presque de Jules Verne. À l'époque, il devait croire qu'on serait sauvé par la science. Nous ne serons pas sauvés par la science, nous serons sauvés par le changement de mentalité. Et qui dit changement de mentalité, dit recherche de la sagesse. Alors c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment dans l'air du temps, parce que ça, ce que vous dites fait fait carrément écho au débat qui agite la société mondiale avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ce qu'on dit d'ailleurs. On dit l'intelligence artificielle fait des merveilles, encore faut-il que l'homme l'utilise correctement. Qui est l'intention bienveillante. Voilà. C'est-à-dire tout est derrière l'intention. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour inventer un virus qui soit impossible à bloquer, ça le fera. Si vous voulez inventer l'intelligence artificielle pour faire un médicament qui fonctionne, ça le fera. Et si vous lui demandez de faire un poison qui soit indétectable, ça le fera aussi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle n'est pas mauvaise, c'est pas un diable. C'est juste les gens qui l'utilisent qui ont des intentions plus ou moins positives ou négatives. Ouais, bon, alors là, on parle de l'intelligence artificielle, mais on pourrait aussi parler du débat qui a longtemps animé la société sur Internet et l'émergence d'Internet. Vous l'avez cité, la bombe atomique, et l'énergie atomique dans son ensemble, qui continue d'être un sujet ultra clivant, parce que y a aussi une certaine perception. Est-ce que, quand vous parlez de science et vous dites nous ne serons pas sauvés par la science, est-ce que quand même vous comprenez le fait qu'il y ait des gens qui veuillent la pousser, cette science? Heureusement, parce que la science pourra nous sauver de la science. C'est-à-dire que la meilleure manière de nous sauver de la pollution produite par la science, c'est d'inventer une science qui dépollue. Il n'y a pas de faute d'excès de connaissances. Le problème, c'est le manque de connaissances. Vous savez, avant, il y avait la peste, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, on sait ce que c'est la peste. Mais en même temps, maintenant, il y a des gens qui fabriquent des bactéries ou des virus avec la volonté de l'utiliser comme arme militaire. C'est-à-dire que tous ces phénomènes doivent être observés avec une petite distance en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Mais jamais on a eu autant d'informations, jamais on a eu autant de technologies. Notre génération, nous sommes des enfants gâtés par rapport aux générations précédentes. Déjà, un détail tout simple. Avant-hier, j'étais chez ma dentiste. Chaque fois que je suis chez le dentiste, je me dis, avant, ils n'avaient pas d'anesthésie. Donc, ça devait faire un mal terrible. Oui, mais ils n'avaient pas de comparatif non plus. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait faire la même chose avec l'anesthésie. Sans faire mal, ouais. Voilà. Donc, pour eux, en fait, la plupart des dentistes, avant, ils arrachaient les dents cariées à la pince. Comme ça, c'est réglé. Et la personne, on lui dit, vas-y, compte jusqu'à 3. Hop. C'était fait, les opérations, au-delà de la dentisterie, c'était fait par des barbiers, parce que c'est eux qui avaient les scalpels, les plus coupants.
Et les rasoirs, en fait, même. C'était pas des Hellfest, c'était les rasoirs les plus coupants. Et pour tout ce qui était opération un peu plus importante, c'était les bûcherons, parce qu'ils avaient des scies les plus coupantes. Donc ça voulait dire que les opérations, en fait, ça consistait à amputer les gens qui avaient un problème à la jambe, on coupe la jambe. Et on est quand même sorti de ça. Oui. L'espérance de vie est passée de 40 ans à 80 ans, donc on a doublé le temps de jeu. Et tout ça, c'est grâce à la connaissance. Donc on ne va pas dire « Ah, on n'aurait pas dû inventer la médecine, on n'aurait pas dû inventer les ordinateurs, on n'aurait pas dû inventer Internet ». Évidemment que tout ça, c'est bien. C'est juste qu'il faut changer de mentalité, d'où le terme de philosophie, fiction. Rechercher la sagesse, vous le disiez, enfin en tout cas avoir comme objectif d'atteindre une certaine sagesse. C'est un challenge quand on a une espérance de vie qui est pratiquement doublée. Parce que 40 ans pour obtenir la sagesse, bon, on se dit, si on ne l'obtient pas, ça va aller. 80, ça commence à faire, hein, si on n'y arrive pas. Il y en a qui ont plus ou moins d'aptitude. C'est sûr. Mais je vais vous dire un truc qui va peut-être un peu vous surprendre, mais j'ai rarement vu autant de manque de philosophie que chez les philosophes. La plupart des philosophes que j'ai rencontrés, j'ai pas eu de chance, hein. C'était des gens à l'esprit extrêmement étriqué. À commencer par mon premier prof de philosophie à Toulouse, qui était très, très limité. Et je me rappelle un jour, il me disait dans vos copies, donc j'avais 17 ans, il me disait dans vos copies, Weber, vous parlez des philosophies orientales, on n'a pas besoin d'aller chercher en Orient, on a tout en Occident. Et je lui disais, mais par exemple la méditation ou certaines pratiques du corps, comme la maîtrise des battements cardiaques, on le trouve que dans le yoga ou par exemple, dans la méditation zen. Il me disait, si, ça existe déjà chez les moines, ils faisaient ça. Donc maintenant, vous ne faites plus aucune référence au taoïsme ou au bouddhisme. On va fonctionner que sur le système européen. Et je me suis dit, quelle limitation. C'est comme si la moitié du monde l'intéresse et l'autre moitié l'intéresse pas. Et j'avais avec ce prof des très mauvaises notes. Mais au moment du bac, donc c'était pas lui qui me corrigeait. Et là, vous les avez sortis, les taoïstes. Non, mais je le sors pas systématiquement, mais en tout cas par rapport au sujet, c'était une matière. Parce que si tout le monde fait référence tout le temps qu'à Platon, Socrate, Nietzsche et Kant, voilà, c'est tout le temps les mêmes. Bon, ben tout le monde raconte la même chose. Anna Arendt, peut-être, de temps en temps. Ça va déjà trop loin. Là. Voilà. Quoique quand vous parlez d'étroitesse d'esprit, je pense que l'arrivée d'une philosophe, enfin en tout cas les premières d'une femme juive, ouvertement libre dans son approche sociale, sociétale, etc. C'est pas elle qui a enseigné le plus en terminale. En tout cas, elle n'était pas évoquée. Je l'ai découvert. Je pense qu'elle aurait du mal à vous faire passer le bac. Mais il y a des gens bien aussi, puisque donc je vous dis que c'est juste. Il faudrait utiliser un terme d'élargissement de la conscience, c'est-à-dire juste se dire, ok, j'ai une manière de penser, je détiens peut-être pas toutes les vérités, mais en tout cas, je suis ouvert à en découvrir d'autres. Ouais. Ce qui est le cas de cet exemple avec la philosophie. Pour moi, je suis européen, j'ai découvert les philosophies européennes, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a que les philosophies européennes. Mais ça s'applique à tout. C'est-à-dire, la plupart des philosophes que j'ai rencontrés, surtout les philosophes professionnels, considéraient qu'ils avaient tout compris à tout et qu'ils savaient tout. Et ça m'a l'air justement la base de l'erreur. Ouais, mais alors, c'est intéressant que vous souleviez ce point, parce que la question que j'étais en train de me poser quand je préparais cet entretien, je me dis, quand on a pour but d'élargir son champ de réflexion, de comprendre ce qui se passe, ou en tout cas de discourir ou de discuter avec le monde de ce qui se passe, et qu'on est un des auteurs les plus lus au monde. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, ce que je dois dire, c'est quand même pas loin de... Alors, la vérité, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, ça fait des adeptes. Alors, moi, je me considère comme agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas, je m'enseigne, donc je suis dans une dynamique je n'ai rien à vendre, je n'ai personne à convaincre, je suis dans une dynamique je suis en train de chercher, si vous voulez voir comment je cherche et chercher avec moi, ça va être vous voulez faire la fourmi, quoi. Voilà. En fait, hein. Mais si vous voulez surtout explorer le monde, explorer toutes les possibilités, dans ce cas, je vais vous montrer les chemins que j'utilise, et si ça vous amuse, suivez-moi. Mais je n'ai aucune conviction, aucun moment où je me dis je sais quelque chose et les autres ne le savent pas. D'ailleurs, j'étais sur les scientifiques, et je trouve que les scientifiques les plus intéressants que j'ai rencontrés étaient des gens qui étaient ouverts et sur la spiritualité, et qui étaient dans un questionnement, et qui n'étaient pas dans je sais tout, et ceux qui sont pas comme moi ne peuvent pas comprendre. C'était plutôt des gens ouverts et modernes. Oui. Vous voyagez beaucoup d'ailleurs, ou pas?
Je voyage le plus possible. Le dernier voyage qui m'a marqué, c'était en Antarctique. Et je peux vous dire que c'est assez surprenant. Et oui, chaque fois que j'ai l'occasion de faire quelque chose de bizarre pour aller voir d'autres systèmes, j'y vais, que ce soit dans les voyages ou que ce soit dans les expériences. Je vous dis ça parce que, alors, on parle bien que de ce qu'on connaît. Et quand je vous écoute et que vous me parlez de cette ouverture et de ces découvertes et de ce que ça peut permettre de faire dans la réflexion de chacun, c'est que moi, personnellement, c'est pendant les voyages, même le plus anodin. Hein, je peux aller à Paris pour un rendez-vous professionnel et ce que j'observe, ce que je vois en faisant l'aller-retour, ça change mon univers, ça provoque des réflexions chez moi. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais vous avez tout à fait raison. Je crois que la géographie est une manière de résoudre les problèmes. Souvent, quand mes amis me disent qu'ils vont pas bien, je leur dis voyagez. Tout simplement parce qu'en mettez déplaçant... de la distance. Prenez de la distance. En étant à un autre endroit, on voit les choses différemment. Vous voyez, je voyage, je vais à Monaco. Du coup, je vois mes problèmes parisiens avec un peu de distance. Dès le moment où on bouge, en fait, le contraire de voyager, c'est rester immobile. Donc, ça veut dire rester... Imaginez quelqu'un qui, comme la plupart de nos ancêtres, qui naît dans un village et qui ne sort pas de ce village. Ouais. Quelle perception il va avoir de l'univers. Je me rappelle, j'avais rencontré une fois un de mes lecteurs, c'était au tout début, il m'avait invité dans son chalet, c'était à Saint-Gervais. Et là, je rencontre sa famille, et le chalet n'était pas dans Saint-Gervais même. Et il disait, on est déjà trop près de la ville, ce qu'on veut, c'est aller un peu plus en montagne pour s'isoler. Et je discute avec la famille, ils n'ont jamais quitté Saint-Gervais. Mais en ne quittant pas Saint-Gervais, ils ont une vision de Paris, c'est un enfer, il y a de la pollution, il y a du métro, on se fait agresser, et c'est sale, on marche dans la rue. Qui est une des facettes de Paris. Qui est une facette de Paris. Mais du coup, ils ne peuvent même pas le vérifier par eux-mêmes. Ouais. Moi, j'étais dans des pays où, en effet, il y avait une hygiène affreuse, pire que Paris. Ouais. J'ai été dans des pays où on voyait des mendiants partout et des gens qui mouraient dans la rue et tout. Ça fait partie de l'expérience. Je dis pas qu'il faut aller chercher ce genre d'endroit un peu, comment dire, dur, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Et la meilleure manière de savoir que ça existe, c'est pas en regardant un documentaire à la télé, c'est en étant sur place. Oui, vous venez de dire une chose qui est marquante, c'est vérifier par soi-même. Est-ce que quand on cherche la sagesse, vérifier par soi-même, c'est faisable? Alors, le contraire de vérifier par soi-même, c'est croire les autres. Oui, effectivement. Croire sur parole, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez un truc à la télé, on vous dit que ça c'est les gentils et ça c'est les méchants. En plus, on vous met une petite musique dramatique sur les méchants et une musique guillerette sur les gentils. Ça y est, c'est fait. Hein. Et vous êtes émotionnellement convaincu de quelque chose qui est juste en fait l'opinion du journaliste qui a fait le reportage ou du rédacteur en chef qui lui a demandé de faire ça. Ouais. Ou du réalisateur qui a fait les films de John Wayne et qui fait passer les Indiens pour des sauvages et les cow-boys pour des parfaits. Voilà. Exactement. Mais après, il y a cette chose toute simple, c'est son opinion personnelle. Et je vous remercie de me poser la question, ce thème que je puisse développer. C'est-à-dire, je crois qu'au fond de nous, on sent les gens qui nous manipulent. Ouais. Au fond de nous, on sent les gens qui nous mentent. Au fond de nous, on sent qu'on cherche à nous mettre une opinion qui ne nous serait pas naturellement arrivée si on ne l'avait pas appuyé pour nous dire « Regardez, il faut vraiment détester cette personne, il faut vraiment aimer celle-ci. » Et étant journaliste, j'étais journaliste scientifique pendant 7 ans, j'ai pu voir les cuisines, comment on nous manipulait et comment il y avait des gens qui le faisaient avec cynisme et tout en se faisant passer pour des journalistes objectifs. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait que j'ai l'impression que je peux être beaucoup plus honnête en étant écrivain qu'en étant journaliste. Parce que journaliste, il y avait quand même la pression de la hiérarchie au-dessus. Alors qu'écrivain, je donne les infos telles que je les découvre, telles que je les vois, et je laisse le lecteur se faire une opinion par lui-même. Mais quand même, alors peut-être que j'ai une image d'Épinal qui n'est pas la bonne. Moi, j'ai l'impression que les éditeurs, les responsables d'édition dans les maisons d'édition, ils reviennent vers les auteurs, ils reviennent vers les écrivains en disant « Bon, là, ce passage-là, je l'aime pas trop, est-ce que tu veux pas le modifier ?» Est-ce que ça se passe, ça, Est-ce que vous avez écrit vous-même un livre ? Non, j'aurais bien aimé. Voyez. Je vais peut-être démarrer après cette interview. Voilà, ma prochaine question, c'est sur l'écriture, parce que je ne sais pas si vous n'avez fait que de la presse écrite, mais que ce soit en presse écrite, en réseaux sociaux, en audiovisuel, il faut écrire des textes, hein, c'est obligatoire. Et donc, je me dis, ok, un écrivain, est-ce qu'il est totalement libre? Alors,
pour moi, par rapport à... Je ne parlais que de mon expérience. Moi, je suis complètement libre. Maintenant, mon éditrice peut me conseiller, peut me dire si tu mets ça, ça risque d'être mal compris ou mal interprété, donc fais attention. Et c'est pas une appréciation, c'est plutôt un conseil. Mais une appréciation, en fait, je rêve d'avoir des appréciations. À un moment, après 20 ans de carrière, j'ai dit à mon éditrice de l'époque, en fait, il m'a jamais dit si mes textes te plaisaient. Elle me dit, c'est pas ma place d'éditrice de te dire ça. Alors qui c'est qui va me dire si ça fonctionne? Elle me dit, c'est le patron, c'était son patron. Je fais, mais tu m'as dit que le patron, il lisait pas. Je fais, ah bon, mais ça, tu règles ça avec. Je fais, donc, ton opinion, je la connaîtrai jamais sur ce que tu penses de mes livres. Et en fait, je pense qu'elle ne les comprenait pas. Donc, elle traitait le texte. Ça, c'est possible. Elle traitait le texte en tant que texte en français, regardant où il y avait des lourdeurs ou des erreurs. Mais à aucun moment, elle percevait l'œuvre en entier. Elle écoutait le sens, quoi. Voilà. Ouais. Et pendant 20 ans, j'ai fonctionné avec une éditrice qui ne comprenait pas mon travail. Ça gêne personne. Il y a que moi que ça gênait. Et je m'en suis d'autant plus aperçu qu'après, j'ai une éditrice qui est mon éditrice actuelle, qui elle, je peux lui raconter le livre avant de l'écrire et on peut commencer à discuter avant. Et là, elle peut me donner des conseils en me disant, attends, il y a ce truc qui risque d'être mal compris ou qui a déjà été fait. Ou on peut parler de l'œuvre générale et j'apprécie énormément. Et mon fils est écrivain aussi, et je vois qu'il n'a pas une éditrice qui envoie la balle. Donc, avoir quelqu'un qui vous donne un avis objectif, constructif, intéressant, c'est primordial, et c'est la première qualité d'un éditeur, c'est pas l'argent, c'est pas la distribution, c'est cette analyse et ces conseils. Mais à aucun moment, il y a un éditeur qui me dit, ne mets pas ça parce que c'est pas politiquement correct, il y a des éditeurs qui m'ont dit, ça peut être mal compris, ou ça peut être mal interprété, fais attention, voilà. Mais ça fait partie du travail. Bon, dans toute l'œuvre de Bernard Werber, il n'y a rien qui ne soit... alors, si en plus ça n'a pas été censuré, c'est encore mieux parce qu'il y a vraiment rien qui peut inspirer quelqu'un et vous dire « Oh là là, vous n'avez pas été politiquement correct ». De nos jours, n'importe quoi. C'est-à-dire, dès le moment où vous dites... Bonjour, comment ça va? Vous allez avoir des gens qui vont dire qu'est-ce que ça peut te foutre, comment ça va? Tu es en train de parler de mon système de digestion. Il peut toujours y avoir, quoi que vous dites, quelqu'un qui peut avoir une mauvaise interprétation. C'est la nouveauté, il faut faire avec. Maintenant, moi-même, j'ai jamais pris de position politique et j'en prendrai pas parce que c'est pas ma fonction. Ensuite, je réfléchis tout le temps sur comment le monde peut évoluer. Donc, je vois mon boulot comme être un boulot de vigie. Vous savez, comme dans les bateaux, il faut regarder au loin les récifs, les baleines ou le continent. Et je dis, écoutez, de là où je suis, ayant pris la distance, n'étant pas dans l'opérationnel. L'endroit où tout le monde se tape sur la gueule, je peux vous dire, je vois au loin et il me semble qu'il y a ça. Maintenant, je donne l'info, en bas, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, en bas, ils en font ce qu'ils veulent, à la limite, c'est mes lecteurs, je leur dis, écoutez les gars, j'ai l'impression qu'il y a une baleine en face, ou j'ai l'impression qu'en face, il y a un iceberg, si on ne bouge pas, on va se le prendre dans la gueule. Après, s'ils veulent pas l'écouter, et qu'on se le prend, justement, c'est quoi votre impression du monde, là? Là, moi, j'ai une vision que c'est pessimiste dans le court terme, optimiste dans le long terme. C'est-à-dire, je ne vois pas comment tout le monde deviendrait raisonnable. Sage, voilà, philosophe. Je vois plutôt, tout est en train de se crisper du fait des algorithmes, notamment, qui confirment les gens bêtes dans leurs bêtises et les gens qui croient aux mensonges dans leurs erreurs. Et tout le monde, ça devient de plus en plus clivant. Et je vois pas comment quelqu'un pourrait dire, attendez les gars, vous vous êtes fait manipuler, on vous a renforcé dans cette erreur, mais c'est une erreur. Par exemple, je prends un exemple, les platistes. Il y a de plus en plus de platistes en France. Donc ça veut dire quelqu'un qui croit que la Terre est plate, il va recevoir des informations sur Internet qui lui confirment chaque jour un peu plus que c'est lui qui a raison et qu'il y a un complot pour faire croire que la Terre a une forme de globe. Et cette chose-là, elle s'applique partout, surtout en politique internationale. Donc tous ceux qui comprennent le monde de travers sont confirmés que dans leur vision déformée. Oui, alors pas que ceux qui voient le monde de travers, hein, parce que sur tous les sujets, ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, même quand on dit bonjour, comment ça va, il y a un sujet. Donc aujourd'hui, sur tous les sujets, l'algorithme, les fameux algorithmes dont vous parlez, vous entretiennent dans la version que vous avez choisie. Voilà. Donc si j'aime le bleu,
on va m'expliquer que le bleu, c'est fantastique. Mais toute la journée. Et dans toutes ses composantes. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est où est-ce qu'on peut trouver la vérité ? Où est-ce qu'on peut trouver un chemin d'ouverture là-dedans ? Peut-être dans l'observation de la nature. J'ai commencé avec les fourmis. On revient aux fourmis. Oui, mon dernier, c'est sur les arbres. Mais l'idée, c'est sortons déjà du système humain. Parce que les systèmes humains ont été récupérés par des propagandistes et par des politiciens et par des gens mal intentionnés. Soit ils veulent vous vendre des produits, soit ils veulent vous faire adhérer à des théories politiques extrêmes. Ils veulent vous influencer. Voilà. Et les fourmis, a priori, elles sont ni de gauche ni de droite et elles n'ont pas envie que vous achetiez des produits chinois sur Internet. Donc, déjà, les observer, les comprendre. Mais il n'y a pas que les fourmis. Bon, j'ai fait aussi la prophétie des abeilles chez les animaux, j'ai beaucoup donné, et j'ai fait demain les chats. Vous avez fait des animaux, que ce soit les fourmis ou les abeilles, qui fonctionnent sur des modèles sociaux très élaborés d'ailleurs. Hein. Sauf les chats. Oui. Même s'ils peuvent être en groupe, les chats, c'est d'un égoïsme, d'un narcissisme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des chats. Ah bah justement, d'un individualisme total. Voilà, d'une ingratitude totale. Ça dépend des individus, mais moi, j'ai eu que des chats ingrats et prétentieux. Donc, mais je vois que j'ai des amis qui ont des chats sympas. Ça dépend peut-être des espèces. Je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête autour de nous. Peut-être de la façon dont on les traite. Hein. Je sais pas. Mais moi, j'ai jamais trouvé chez les chats une vraie tendance à la fraternité, à la camaraderie. J'ai pas trouvé ça. Hein. Alors moi j'ai vu ça chez des sphinx. J'étais une fois chez un café à chat. Je sais pas s'il y en a par ici. Alors non. Non, vous voyez comment c'est les cafés à chat. Oui. Vous prenez votre thé, votre café, et il y a des chats tout autour de vous. Et non, je les observe. C'était l'endroit s'appelait le Chamallow. Je sais pas si ça existe encore. Et déjà il y avait un truc qui m'a surpris, c'est qu'il y avait un petit chien au milieu des chats et le chien se prenait pour un chat. Donc il miaulait et il avait un comportement de chat. Donc, déjà, ce premier élément était troublant. C'est dommage, si ça n'existe plus, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir ça quand même. Et le deuxième élément, c'est qu'il y avait un chat sphinx, et ces chats qui n'ont pas de poils, qui sont des chats égyptiens, la peau est rose, et du coup, ils n'ont pas de poils, donc ils ont de la sueur, ils ont des coups de soleil, c'est-à-dire comme nous, quoi. C'est une peau. C'est pareil. Et ce chat, Mais l'avantage, c'est qu'avec ces chats-là, il n'y a pas d'allergie. Pour les gens, qui ont un problème d'allergie. Je me rappelle, il était comme ça, il était assis comme un tailleur, et tous les chats autour couraient au milieu des clients. Et quand il y avait des petits problèmes, ils venaient auprès de ce chat qui s'appelait Yoda d'ailleurs, qui était le chat sage, qui réconfortait tout le monde, rassurait tout le monde et aidait tout le monde. Et on voyait vraiment une société avec, un type intelligent qui fait du bien autour de lui. Et voilà, je crois que dans toutes les sociétés... Un prophète. En tout cas, un sage, dans le sens philosophe donc qu'on avait évoqué au début, c'est-à-dire qui aime la sagesse et qui arrive. Mais il avait déjà il avait une gueule, il avait une tête dans le style. Alors tous les autres s'énervaient, lui il restait calme. Il était puis il observait, il surveillait tout le monde à distance. Il y avait un truc sympa. Parce qu'attention, vous voyez, moi je glisse rapidement entre le sage et le prophète, parce que parfois, si on parle du Mahatma par exemple, il a fait les deux. Gandhi ? Oui, il a fait les deux. Pour moi, c'est pas une ref. Ah, c'est pas une ref. Non, c'est pas une ref. Celui qui est une référence, c'est Siddhartha Gautama. Voilà. Ouais, Siddhartha, oui, j'aurais dû commencer par Siddhartha. Mais Gandhi, je pense qu'il y a la pub et puis il y a le produit. Maintenant, on découvre que le type était déjà en Afrique du Sud, il était pour les droits des Indiens égaux aux Européens, mais pas les droits des Noirs. Il est considéré comme en dessous. Et il y a des écrits nets. Et puis quand même, là, moi, je sais pas. C'est vrai que Siddhartha, pour ça, il était peut-être... Et puis il couchait avec Gandhi, il couchait avec toutes ses nièces pour expliquer qu'il n'avait pas de besoin, mais elles étaient assez jeunes, ces nièces, quand même. Et ensuite, il a fait la partition de l'Inde avec le Pakistan, qui donne encore des guerres maintenant. Donc, si on regarde objectivement au-delà de l'image du Mahatma et tout ça, je suis pas sûr que à ce point il ait fait du bien.
Bon, par contre, si on parle de... Si je dis ça, ça va créer encore des débats, vous voyez. Dès qu'on prend une position, ça va énerver quelqu'un. Mais en tout cas, donc, ces informations, a priori, ne sont pas contestées. Mais par contre, Siddhartha Gautama, c'est moins 520 avant Jésus-Christ, donc on n'a pas beaucoup de témoignages contradictoires. Ouais. Mais ce qu'a fait ce type, Siddhartha Gautama, donc le premier Bouddha, ça veut dire éveillé. Donc le premier, chez nous on dirait saint, donc le premier saint créateur de cette philosophie, non pas religion, qui est le bouddhisme, c'est extraordinaire. Déjà, il a compris une chose, c'est que l'objectif d'une philosophie est de réduire la souffrance. C'est-à-dire, il part du principe que, par défaut, tout le monde est en train de souffrir. Tout le monde est dans la douleur. Ce qui n'est pas totalement faux. Hein. Qui n'est pas faux. Mais que l'une des manières de sortir de la douleur, c'est déjà d'analyser que, tel que c'est fait, c'est pas fait pour rigoler, quoi. La vie, c'est pas fait pour rigoler. Tel qu'on l'a analysé. À partir de là... C'est pas une plaisanterie, en tout cas. Voilà. Mais comment... Alors, qu'est-ce qu'il propose comme voie ? Il propose... en gros, l'arrêt de la machine des désirs, c'est qu'on soit tout le temps qu'on a envie de manger, courir, faire la fête, posséder des choses. Il dit, on va calmer ça. Deuxièmement, se choisir une sorte de voie de bon comportement. C'est-à-dire, on sait plus ou moins quand on se comporte bien, quand on se comporte mal. Et déjà, de choisir la bonne voie. Alors ça, c'est vraiment... Vous voyez... Hier soir, j'avais une discussion avec un ami qui me parlait. Son boulot à lui, c'est de sélectionner des jeunes talents pour les faire grandir. C'est un banquier d'affaires. Donc, en banquier d'affaires, il fait beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir des banquiers d'affaires et qui se prétendent bons. Et donc, je lui dis, mais comment vous savez que celui-là n'est pas bon ? Et il me dit, il n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Il me dit, techniquement, il est très bon, mais il ne distingue pas le bien du mal. C'est un talent particulier. Moi-même, je ne suis pas sûr de pouvoir distinguer le bien du mal. Ouais. Je veux dire, en tout cas, moi, je fais confiance à tout le monde. Par le principe, parce que je considère moi, que... j'ai tendance aussi parfois. Je pense que les autres fonctionnent comme moi. Quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, j'ai envie de faire une alliance naturelle et de proposer qu'on fasse des trucs ensemble. Et je ne prévois pas la possibilité que cette personne, et c'est du manque de psychologie de ma part, puisse avoir un système dans lequel, si je propose une coopération, elle aura envie, si ça marche, de me trahir. Cette idée ne me traverse pas l'esprit parce que moi, je n'ai pas envie de la trahir. Et donc, progressivement, vu que j'ai quand même eu beaucoup de déconvenus, j'ai choisi... J'étais en train de me dire dans ma tête, ça a dû quand même... Ça fait qu'il vaut mieux pas se mettre en entreprise, en tout cas, déjà. Donc, j'étais 7 ans au Nouvel Observateur, journaliste scientifique, j'ai vu ce que c'est que le principe politique. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se serre la main et se dit qu'on est amis. Et puis par derrière, tout le monde complote pour essayer de piquer le boulot des autres. Ce qui est un comportement que j'ai vu aussi chez les rats. Mais c'est-à-dire chez les rats, ils sont tous en train d'essayer de voir comment piquer. L'expression populaire, hein, ce sont tous des rats. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais là, non. Ce que j'ai vu au Nouvel Observateur, c'est une entreprise. Je ne vais pas dire que c'est que le Nouvel Observateur, c'est parce que c'était mon laboratoire à moi. C'est la vie en entreprise qui est beaucoup comme voilà. ça. Hein. Je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est pareil. C'est le principe des petits chefs incompétents. D'abord, déjà, c'est le principe du pourquoi on place à des postes de responsabilité des gens qui n'ont même pas l'expérience. C'est-à-dire, ma chef, elle n'a jamais écrit un article. C'est celle qui décidait si les articles étaient bons ou pas bons, et tout le service, quelqu'un qui ne savait pas écrire, qui n'a jamais fait un reportage, mais qui était sélectionné pour sa capacité à tenir le service, donc en fait à nous stresser. Et cette chose-là, pour moi, c'est juste, ça fait baisser la qualité du journal. Donc je me dis, quel intérêt ont les patrons de mettre quelqu'un qui va juste nous stresser pour nous faire moins bien notre travail? Eh bien, l'idée, c'est que ça rassure les patrons, un peu comme un troupeau de moutons. On vous met un chien qui va mordre les pattes des moutons, et on se dit, plus il mordra les pattes, plus le troupeau tiendra de manière cohérente. Mais en fait, si on laisse le troupeau fonctionner tout seul, il marcherait encore mieux sans le chien qui vient aboyer. Et donc... Alors, oui et non. Oui. Oui et non. Dans un monde idéal, je suis d'accord, le troupeau fonctionne très bien sans le chien qui mord. Ah non, je n'ai pas dit l'anarchie, hein. Je dis juste qu'il faut une cohérence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il peut y avoir un capitaine de bateau qui dit on va dans cette direction, et on se débrouille tous pour aller dans cette direction. Après, chacun prend ça, c'est pas l'anarchie.
chacun prend l'initiative qui lui semble la plus utile par rapport au projet. Le bateau doit traverser l'Atlantique, ok ? Ouais. Mais on fait confiance. Et puis 2, on se gêne pas tous. C'est-à-dire, on se débrouille pas pour piquer un tout petit peu de gloire à l'autre en se disant je ne suis là que pour essayer que tout le monde m'aime, en considérant que c'est moi qui fais tout le boulot. Voilà. Et ça, j'ai vu ça en entreprise. C'est ce qui m'a poussé à chercher un métier dans lequel je travaille seul. Et j'ai compte à rendre qu'à mes lecteurs. Et mes lecteurs, c'est une masse diffuse que je vois quand je fais mon spectacle ou quand je fais des dédicaces. Et le fait de rencontrer les lecteurs, le fait de voyager, le fait de faire le spectacle, c'est une manière de rendre des comptes à ce qui me semble mon vrai patron, c'est-à-dire ces gens qui en plus ont payé pour lire le livre, qui ont payé pour voir le spectacle et qui m'ont accordé 7 heures de temps à tourner les pages ou 2 heures de temps à m'écouter. Alors justement, ces gens-là, est-ce qu'ils vous font des commentaires sur ce que vous faites ? Énormément, mais et c'est ces commentaires qui m'intéressent parce qu'en général, ils savent de quoi ils parlent. Vous savez, il y a c'est compliqué à dire. Il y a quand même tout ce système, tout ce système littéraire, tout ce système médiatique qui trouble le jeu. Et on ne sait pas la réelle valeur des choses. Donc, il y a un moment, la seule manière de savoir la valeur d'un livre, c'est de le lire. Maintenant, qu'est-ce qui va amener le lecteur à aller vers ce livre ? Il y a un moment où le premier truc, c'est le titre, le thème. Peut-être le dessin qu'il y a dessus, mais... Et la personnalité de l'auteur, peut-être ? La personnalité de l'auteur, déjà, il faut le découvrir. Faut le découvrir en lisant le livre ou en écoutant ce podcast. Oui, mais quand ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, Bernard Werber, et qu'on a publié... 35. Voilà. J'allais dire, moi, un certain nombre. Pour pas dire un nombre certain. Hein, 35. 35. Et quand on a publié 35 ouvrages, qu'on a 20 ans de carrière... Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des gens qui achètent ou qui lisent ce que vous faites sans vous connaître ? Oui. Mais non seulement ça, il y en a qui viennent à mon spectacle, c'est la première question. Je dis, qui c'est qui est venu, qui a été entraîné par quelqu'un d'autre, qui sait pas du tout qui je suis, ce que je fais, et il y en a toujours un quart qui lève la main. Un quart quand même ? Oui, mais ils sont fait entraîner par les autres. Mais non, mais vous savez, nous les auteurs, on n'est pas connus, on n'est pas comme ceux qui font de la musique ou ceux qui font du cinéma. C'est un art de plus en plus, réservé à ceux qui ont du temps pour lire, ouais. et le nombre de gens qui ont du temps pour lire est de plus en plus réduit. Mais même qui prennent le temps. Oui. C'est pour ça qu'il y a un combat qui me semble très important, c'est celui de donner envie aux jeunes de lire, et surtout que l'objet livre soit un objet de plaisir et pas un objet de devoir. On fait ça, beaucoup de jeunes font ça parce qu'on leur a imposé à l'école de lire Émile Zola ou de Sartre, et c'est quand même, c'est pas que du plaisir. Bon, même. Oui, parce que très sincèrement, moi qui suis une lectrice, hein, moi j'aime lire depuis toujours. Enfin, la première fois où j'ai vu Germinal posé sur la table, je me suis demandé si j'allais l'attaquer, quoi. Parce que c'est pareil, le Ulysse de James Joyce, voilà, quand il est posé sur ma table, je ne sais pas si je vais l'ouvrir, parce que ça fait un peu peur quand même. On se dit, d'abord, est-ce que je vais tenir la distance ? C'est pas une question de temps, simplement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est parfois le plus grand héros du livre, c'est le lecteur. Oui, parce que il y a des livres, il y a du mérite, mais ça touche un certain public qui aime ça, comme il y a des musiques extrêmement savantes qui ne peuvent toucher qu'un public. Mais il faut rester populaire. Je crois que c'est important pour un auteur de vouloir être populaire, de toucher les jeunes, de toucher le grand public, de toucher l'international. C'est-à-dire de trouver un langage universel. Ça me semble une politesse. Et une autre politesse, c'est de faire qu'il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à la page suivante. Dès le moment où vous lisez un livre et vous doutez ce qu'il va y avoir, ça veut dire que l'auteur a mal fait son boulot. Bon, après, l'auteur aussi, il a une certaine forme de générosité, parce que là, vous parlez du festival, mais vous parlez de spectacle. Vous êtes quand même un auteur qui va au contact. C'est-à-dire que vous ne restez pas derrière votre livre. Vous êtes avec lui, ou avec vos livres, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Vous êtes présent quand même. Ça m'amuse, hein. Vous savez, la plupart des trucs que je fais pas ça par devoir.
Moi, un salon du livre... Alors, pour ceux qui nous écoutent, voilà, le mythe est tombé, fais pas ça par devoir. Voilà. Ah non, mais même faire cette interview, ça me fait plaisir. Ça m'amuse. Je fais pas ça en me disant, bon, il faut que je le fasse pour communiquer. Pas du tout. J'aime bien, étant moi-même journaliste, ayant interviewé les gens, j'aime bien être interviewé moi-même. Et ça me permet aussi d'ajuster ma pensée, m'adapter à vous, trouver la meilleure manière de faire comprendre ma démarche, peut-être donner envie à d'autres personnes d'être eux-mêmes ou elles-mêmes écrivains. Voilà. Et la première question que vous m'avez posée, c'est ce que vous avez déjà écrit. Hein. Pas la première. J'ai dit une des. Ouais, d'accord. Mais je crois qu'écrire, ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, il faut pas écrire avec la volonté d'être publié. Ça se peut qu'en plus on soit publié. Mais juste pour mettre ses idées au clair. C'est le moment où vous commencez à écrire une histoire où vous allez vous retrouver avec une situation où vous avez un héros, un début, un milieu, une fin. Même si vous faites 2 pages, vous allez avoir un héros, un début, un milieu, une fin. Et que vous le vouliez ou non, ce héros, ça sera vous. Et la fin, ça va être ce que vous estimez que vous méritez ou ce que vous estimez qui vous fait peur. Donc, quelque part, tout début d'écriture est déjà une psychanalyse. Et donc, vous commencez... Vous savez, je vais faire attention à ce que je fais ou à ce que je dis, parce que je vous écoute et je me dis, j'ai un fils de 30 ans, et ça fait déjà un bon nombre d'années où l'essentiel de nos conversations les plus importantes commence par un échange de SMS, comme une correspondance. Alors, ce ne sont pas des SMS de 2 lignes, mais la conversation s'engage à l'écrit, quand même. Et là, vous me dites ce que vous m'expliquez. C'est vrai que souvent, je repose le téléphone en me disant, j'y ai mis quand même beaucoup de moi là-dedans. Mais il faut s'amuser. Déjà, tenir un journal, juste le soir, pour pas oublier, pour pas que les choses qui nous soient arrivées... Imaginons que vous avez un ange gardien. Et cet ange gardien, il vous fait des cadeaux. Genre, il vous fait rencontrer des gens intéressants. Il vous fait faire des métiers. J'en ai un très très bien d'ange gardien. Donc, il fait rencontrer plein de gens super. L'une des politesses que vous pouvez avoir pour cet ange gardien consiste juste à noter, par exemple, le soir, ce qui vous a fait comme cadeau et que vous avez vu qui a été reçu. Par exemple, vous n'aviez pas prévu de rencontrer quelqu'un de vraiment intéressant. Vous mettez juste, aujourd'hui, je suis content que j'ai fait ça. Vous n'avez pas prévu qu'au restaurant, il y a un plat que vous avez demandé, vous intéressiez à quelque chose, enfin, vous pensiez que ça allait être... Et c'est bien meilleur. Ou tout d'un coup, une opportunité... C'est bien moins bon parfois. Eh bien, vous le notez aussi. Mais comme ça, vous ne vivez pas pour rien. Vous vivez parce que Geneviève doit faire des expériences sur cette planète, mais chaque fois qu'elle fait une expérience, elle dit « je l'ai faite ». Bon, je sais pas, jouer à un jeu avec votre enfant ou jouer à un jeu avec des amis. Ok, ça m'intéresse pas ce jeu, du backgammon ou je sais pas, mais je l'ai fait. Ne parlez pas du backgammon, je suis une fan de backgammon, je joue sur mon appli dès que j'ai 5 minutes, c'est terrible. Voilà, bon, vous voyez, j'ai senti le truc, parce qu'il y avait 10 000 jeux, je suis tombé pile dessus. Oui. Mais donc, la première fois que vous avez joué au backgammon, vous vous êtes dit, c'est quoi ce truc ? Et après, vous avez creusé le chemin. Il y a plein d'autres choses comme ça qui sont arrivées dans votre vie. Mais déjà, notez. Aujourd'hui, quelqu'un m'a montré comment on joue au backgammon. Bon, ça m'intéresse peut-être pas, mais je vais voir. Et vous savez, le jour où ça a démarré. C'est une manière de dire, vous ne vivez pas pour rien. Regardons autre chose. Quelqu'un qui ne fait pas ce travail, qui ne fait pas le journal, qui n'écrit pas sa vie, qui ne parle pas de lui. Ça va être quoi sa vie ? Ça va être quoi ce qui va se passer ? Ça va paraître un peu bizarre ce que je vais vous raconter. Mais en gros, ce qui va vous arriver à vous, si vous n'écrivez pas votre vie, et à tous les gens qui nous écoutent, je vais vous dire, vos enfants vont se rappeler de vous. Et ils vont dire, maman Geneviève, elle était comme ça. Elle était géniale. Puis après, vos enfants vont faire des petits-enfants. Et ça va être mamie Geneviève. Mamie Geneviève, elle est tout le temps là à Noël, nous faire des cadeaux. Et puis elle prépare la potée auvergnate comme une chef. Et ça va être mamie Geneviève qui prépare la potée auvergnate. Puis un jour, ça va être mamie Geneviève qui a l'EHPAD. Et à l'EHPAD, on va la voir et on aime bien lui amener des cadeaux. Et après, un jour, ça va être mamie Geneviève qui est enterrée dans le cimetière qui est à côté. Et après, il va y avoir des petits-enfants qui vont dire, vous savez, il y avait notre arrière-grand-mère, s'appelait Geneviève, elle faisait de la potée auvergnate, elle interviewait Bernard Werber, et elle était vraiment chouette et sympa, elle avait de l'humour. D'ailleurs, regardez, il y a une photo. Et là, maintenant, votre vie, ça va être que cette photo. S'il en reste. Si vous avez écrit un texte, mamie Geneviève, la reine de la potée auvergnate, a écrit un récit, voilà quelle est ma vie, il y aura un de vos descendants, une personne de votre famille qui va un jour tomber dessus et qui va savoir
ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, les épreuves, tout d'un coup, vous allez exister. Donc, le fait d'écrire votre vie vous rend immortel. Mais si vous ne le faites pas, vous allez être oublié. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce que vous connaissez de votre arrière-grand-mère? En tout cas, oublié dans ma réalité, ça c'est sûr. Parce qu'on existe toujours dans un arbre généalogique, dans une lignée. Voilà. Bon, on existe toujours, mais on n'apparaît plus, en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai tenté d'enseigner à mon fils, par exemple, ou la façon dont je mène ma vie, les valeurs qui me sont chères, elles partiront avec moi si je les écris pas, ça c'est sûr. Voilà, c'est exactement tout ce que je voulais dire. Mais sinon, oui, on peut être un nom dans un arbre généalogique aussi. Mais regardez, jusqu'où vous remontez dans votre arbre généalogique? Je remonte pas très loin, effectivement. Il y a un moment où il y a des gens qui ont existé. Vous avez quelque part leur ADN dans votre ADN et vous savez même pas qui ils sont. Ouais. Et bon, quoique maintenant, il y a MyHeritage, il y a 23,5, il y a des endroits où on peut remonter. Ouais. Mais tout ça pour dire, c'est intéressant de laisser une trace. Et ne serait-ce que pour dire au monde, ok, j'ai eu cette expérience, j'ai vécu ça, j'ai rencontré ces personnes, telle personne était formidable, telle autre m'a trahi ou m'a fait une saloperie. Mais ça, c'est le film. Vous voyez, c'est le film. Il y a une dramaturgie, il y a une montée, il y a un moment où vous avez été incomprise, il y a un moment où vous avez été comprise, il y a un moment où vous avez fait des trucs bien et en retour, vous avez fait des saloperies. Il y a un moment, c'est vous peut-être qui avez fait des saloperies, oui, alors que vous avez fait des trucs bien. C'est votre histoire, c'est le film. Mais que ce film mérite d'être mémorisé par la collectivité. Et ouais. Alors, je vous écoute et c'est l'intérêt ouais, d'écrire ça. Ouais, j'entends. Hein. Mais je vous écoute et je me dis, il y a quand même aujourd'hui une chose qui s'appelle les réseaux sociaux, dans lesquels on expose beaucoup notre vie au fil de l'eau, et qui reste un peu un témoin de ce. Voilà. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il y aura forcément une panne Internet mondiale. Et tout d'un coup, on va s'apercevoir que toutes ces choses virtuelles vont disparaître. Parce qu'en plus, il y en a tellement. C'est-à-dire que... C'est très lourd. Hein. Ça va disparaître par la masse. C'est-à-dire, c'est tellement... si vous mettez toutes les photos de chaque fois que vous allez au restaurant et tout, quel intérêt? Même si quelqu'un qui tombe dessus, il va voir tel jour, vous allez manger une bonne pizza et tout. Il y a un moment, il faut quand même une ligne, il faut un cheminement qui est proposé, c'est-à-dire quand les gens vont venir voir cette œuvre, appelons-le comme on veut, un film, il faut qu'il y ait proposé, voilà, il y a une dramaturgie, il y a une montée, ça va expliquer pourquoi ça s'est construit. Probablement, en général, il y a des traumatismes d'enfance. Ces traumatismes d'enfance vous ont forcé à être résiliente. Parce que vous êtes résiliente, vous avez compris quelque chose, et vous pourrez dire aux autres personnes qui ont connu des traumatismes similaires, vous pourrez dire, eh bien, regardez, je m'en suis sorti, et vous pouvez vous en sortir aussi. Vous transmettez un message d'espoir, et ça a une fonction thérapeutique ou une fonction bienveillante. Et là, ça a du sens. La bienveillance, c'est un mot qui revient quand même assez souvent dans votre vocabulaire, d'une manière ou directe ou indirecte. C'est un point... Vous trouvez qu'on en manque tous? Parce que si vous le répétez, c'est que vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Là, actuellement, oui, je suis un peu choqué parce que je vois sur Internet où il y a des êtres humains qui poussent d'autres êtres humains à la haine. Et au nom de... Assez facilement, d'ailleurs. Hein. Oui, au nom de valeurs morales, au nom de bienveillance, au nom de... Et c'est pas... Ouais. Il y a un contre-coup à faire, c'est attendez, vous êtes sûr que ce message-là, ça vous transforme en gentil, voilà. Mais maintenant, c'est allé tellement loin qu'on peut plus même éclairer. C'est-à-dire que si au moment où vous dites, attendez, peut-être que vous vous trompez, vous avez l'air suspect, donc on peut plus parler. C'est pour ça que je me cantonne bien à ma place. Vous trouvez ça, c'est des complotistes tout le temps. Oui, voilà. À propos de complotisme, je vous ai raconté une bien bonne. Quand a commencé le Covid, on est venu m'interviewer pour me demander ce que j'en pensais. J'ai dit, ils nous ont dit 3 semaines, je pense que ça va être plutôt 3 ans. J'avais dit ça à l'époque. À l'époque, on nous avait dit que 3 semaines. Oh là là. Après, j'ai dit, je pense que la théorie des Chinois sur le pangolin, n'étant pas vérifiée par personne, c'est que la théorie du gouvernement chinois qui n'a pas envie qu'on vienne enquêter sur la véritable source. Ouais. Voilà. J'ai mis ça, je me suis retrouvé avec mon Wikipédia, Bernard Werber, et pose des théories complotistes, parce que j'ai dit juste que
la version chinoise me semblait juste une version gouvernementale officielle, mais peut-être qu'elle méritait d'être vérifiée. Et le fait qu'ils n'aient laissé personne enquêter chez eux, ça, à mon avis, ça les rend encore plus suspects. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Et vu que le centre de Wuhan était spécialisé dans l'étude des virus, des coronavirus, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui est sorti en chopant un virus, et puis que le virus, il a été fabriqué exprès pour résister à tout. Vous imaginez que celui qui est sorti, potentiellement s'il y en a un, il l'a fait par inadvertance, c'est pas volontaire. Alors, ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'en tout cas, le virus lui-même, c'est une intuition, n'est pas un virus issu de la nature. C'est un virus qui a été créé à des fins militaires et que le gouvernement chinois investissant beaucoup dans tout ce qui est armement et dans les technologies militaires, et le fait qu'ils aient voulu, je parle d'un truc, mais qu'ils aient voulu que les Français partent, parce que c'est les Français qui avaient installé ce système à Wuhan, qu'ils ont voulu qu'il n'y ait aucun étranger qui vienne voir avant qu'il y ait le pépin, et que après, quand il y a eu le pépin, ils ont laissé toujours personne aller voir. Ça veut dire ils sont pas clairs. Mais quand j'ai dit ça, donc on me dit complotiste. C'est-à-dire c'est une manière de faire taire les gens. Attendez, juste en tant que journaliste, je me dis, si on ne veut pas me donner l'info, c'est qu'il y a une info à cacher, ça me rend pas complotiste. Attention, là je suis obligée, mais vraiment obligée, et je suis navrée de faire référence à une chose dont, franchement, je suis pas très fière, c'est que c'est cette théorie-là, celle que vous venez de me dire, si vous voulez pas me répondre, c'est que vous avez quelque chose à cacher, c'est cette théorie-là qui a mené au harcèlement digital qu'a subi Brigitte Macron, qui avait au départ refusé de se justifier sur le fait que c'était une femme ou pas, selon... Oui, le système, est délirant. C'est-à-dire que maintenant, dès le moment où quelqu'un lance une suspicion, il faut que la personne prouve qu'elle n'est pas digne de cette suspicion. Alors, c'est le principe de Brandolini. Vous connaissez ça? Ouais, mais c'est horrible. Le principe Brandolini... C'est imparable, ça marche à chaque fois. C'est qu'il faut 10 secondes pour sortir un mensonge ou quelque chose de débile, et il va falloir 1 an pour prouver que cette chose est débile. Et en fait... La proportion, elle est même encore sympa, là. Et même une fois que c'est prouvé, il en restera quand même un doute. Donc, c'est-à-dire qu'une sorte de tribunal d'Internet, tribunal populaire, qui fait que, oh, attendez, lui, là, c'est peut-être ça. Vas-y, prouve que c'est pas ça. Ouais. Et après, même que c'est prouvé, ça suffira pas. Donc, sans aller jusqu'à Brandolini, vous savez, Molière dans Tartuffe, le lieutenant qui arrive pour arrêter Tartuffe, il dit calomnier, il en restera toujours quelque chose. Bah oui. Ce qui pousse à vouloir se tenir hors jeu, et ce qui me pousse, moi, à vraiment m'en tenir à ma position de écrivain hors système, engagé dans aucun groupe et réfléchissant de haut à ce qui va se passer dans le futur. Et tous les combats... Je voudrais raconter un autre exemple. À propos de l'intuition et de j'ai traité, en tant que journaliste scientifique, 2 gros dossiers. Le premier, c'est le sida, et le deuxième, c'est le Tchernobyl. Donc, je me suis retrouvé dans les années sida et les années Tchernobyl. Quand il y a eu le sida, il y a mon collègue, on était 2 à faire la science, qui me dit, voilà, j'ai fait une interview de Montagnier, il a dit que la moitié de l'humanité va mourir. Je suis pas scientifique. Montagnier a eu prix Nobel, mais je dis juste à mon collègue, je crois pas. Et il me dit, non, on va faire la couverture avec ça. Et on a fait la couverture avec ça. Et j'ai juste dit, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas créer de l'affolement et de la panique en disant que tout le monde va mourir. En fait, il y avait l'idée il faut arrêter tout le rapport sexuel parce que sinon, on va attraper le sida et on va mourir avec tous les gens, les gens qu'on voyait tout maigres, en plus dans les trucs. Oui, parce que c'est vrai que les débuts du sida, quand on le découvre, c'est horrible parce qu'à partir du moment où on n'a plus de défense immunitaire, on subit des perversions physiques terribles. Et pour les médias, c'était on fait peur, donc les gens vont acheter le journal. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous dites le sida, ça devrait s'arranger d'ici quelques années, on est en train de mettre au point le remède.
bon, on va pas vendre. Si vous dites, on va tous crever et il va y avoir que ceux qui n'ont pas de sexualité qui vont survivre, waouh, là, tu as envie de savoir exactement pourquoi. Est-ce que tu fais partie des gens? Franchement, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc j'ai pas voulu rentrer là-dedans et j'ai pas écrit là-dessus, contrairement à ce qu'on me demandait. Et le deuxième élément, c'est qu'à l'arrivée de Tchernobyl, qu'on a appris officiellement que le nuage irradié a été arrêté par les Alpes. D'ailleurs, il n'a pas été arrêté à Monaco, ni au Luxembourg, ni en Belgique. Non. Et j'ai dit, a priori, je vois pas comment une montagne peut arrêter un nuage, sachant surtout qu'il est allé tout autour. Et ils m'ont dit, mais ça, c'est des informations officielles, ça vient du ministère et tout. Je dis, ça peut venir de n'importe où. C'est juste mon bon sens. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans mes livres, c'est de leur dire, attendez, vous avez un bon sens qui existe, qui fait que même si un monsieur avec une chemise blanche qui appartient au gouvernement et qui est prix Nobel et qui a tous les titres, qui vous dit un truc qui vous semble ne pas être du simple bon sens, vous avez le droit de penser autre chose. Même si tout votre entourage vous dit « mais si, regarde, arrête de... » Vous avez, on en revient à votre... Pardon, je vous interromps, mais on en revient à votre point de départ quand on a commencé cette discussion. Ça dépend de l'angle et de la bienveillance avec laquelle vous faites les choses, parce que imaginez dans un ensemble, vous dites une famille, allez, dans laquelle il n'y a pas de doute sur le fait que la Terre est ronde et qu'il y en a un qui pense que la Terre est plate. S'il suit votre raisonnement, il se dit, mais c'est pas parce que eux ils pensent tous que la Terre est ronde que moi j'ai pas le droit de penser qu'elle est plate. Exact. Il peut y avoir un excès des deux côtés. Mais au moins, être conscient des gens à l'extérieur veulent vous mettre cette idée dans la tête. Et cette idée, quelque chose en moi vibre et me dit non. Voilà. Juste ça. La liberté commence à ça. Et c'est ce que devrait apprendre l'école. Cultiver l'intuition et le bon sens. Oui, parce que souvent, ce qui fait la différence entre plusieurs personnalités, c'est justement l'état d'esprit, la personnalité, ce qui est unique. J'ai discuté comme ça il y a quelques jours avec un des journalistes de la rédaction et je lui disais, ce qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est toi. Et parfois, les gens vous regardent et ils ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Parce que peut-être on n'a pas cultivé chez eux ce sens de, pas de l'unité, mais en tout cas de l'unicité, mais en tout cas de la croyance individuelle, ce que moi j'appelle. C'est-à-dire, vous croyez en vous. Quand vous commencez à écrire les fourmis, je ne sais pas si... Est-ce que vous en aviez discuté avec quelqu'un en disant « je vais écrire sur les fourmis » Non, mais au début, c'était juste une nouvelle, un scénario pour une bande dessinée. Puis j'ai dit, voilà, je voulais faire ça. Puis après, le scénario s'est élargi. Ah oui. Mais j'ai jamais eu d'approbation de mon entourage. Après, même quand j'étais journaliste, qui savaient que j'écrivais sur les fourmis, ils m'ont dit il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas un lectorat fourmi, puis c'est pas un polar, c'est pas autobiographique, c'est pas psychologique, c'est pas un prix littéraire, donc ça ne rentre dans aucune case pour les libraires ni pour rien, donc tu ne trouveras jamais un éditeur. Mais tout mon entourage sur les fourmis, vous avez été primé quand même. Oui, mais sur le chemin, avant d'être publié, tout le monde m'a dit laisse tomber, voilà. Donc j'ai pas vraiment été encouragé. À part une dame extraordinaire qui s'appelle Reine Zilbert qui m'a dit ton vrai métier c'est écrivain, c'est pas journaliste, et en tant qu'écrivain tu m'as rayonné. Aussi. De quoi? Votre métier. Je me sens pas philosophe. Non. Mais non, ce qu'elle m'a dit, je perçois un talent chez toi, juste fais-toi confiance. Et je vais préciser une chose. Tiens, là, je rebondis sur un truc qui me semble intéressant. Il suffit qu'une seule personne, mais que vous sentez intelligente, vous dise, toi, je sens que tu as un potentiel et que tu vas rayonner parce que j'ai vu que ça et ça et ça. Il faut légitimer, il faut pas dire. Et cette personne, vous allez vous donner du mal pour que ce qu'elle a prévu se passe et ne pas la décevoir. Et donc moi, c'est cette dame qui était une de mes rédactrices en chef d'un autre journal sur lequel je travaillais avant, qui a lu le manuscrit et qui m'a dit là, tu tiens un grand truc. Mais elle était toute seule. Alors, c'est toujours la question qu'on pose. Pour votre premier, est-ce que vous avez eu besoin de le faire lire beaucoup avant de trouver? Parce qu'après, une fois qu'on a un nom et un succès, je pense qu'on a un peu la pression, mais que c'est plus facile. Mais le premier? Alors, les quelques personnes qui ont essayé de lire Les Fourmis, je dis essayer,
parce que le manuscrit faisait 1500 pages, donc il s'arrêtait aux 100 premières. Et ensuite, c'était pas bon. Moi, ma technique, c'est une technique empirique, c'est-à-dire je fais quelque chose de très mauvais, mais je le fais. Et après, je recommence et en essayant de faire mieux. Donc sur les fourmis, il y a eu 24 versions de 1000 pages. J'avais une difficulté à trouver des lecteurs. Enfin, à chaque version, leur dire, tu veux pas lire ma nouvelle version pour voir si elle est mieux que la précédente? Alors non. Voilà. Mais en fait, tout à l'heure, je disais, je conseille à tout le monde d'écrire un livre. Mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce que vous trouvez un lecteur? C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous me dites. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous dire, j'ai lu ton truc et voilà mon avis objectif, ce qui va et ce qui va pas. Il faut les deux. Si la personne dit c'est nul, aucun intérêt. C'est nul. Et si elle dit c'est formidable, aucun intérêt aussi. C'est nul aussi. Ouais. Voilà. Cela dit, il faut être conscient que dès le moment où vous donnez à lire un de votre manuscrit et que vous dites qu'est-ce que t'en penses, la personne a priori est coincée et ne peut dire que c'est génial, je suis sûr que ça va marcher, que ça va plaire à tout le monde. Sinon, tous les autres choix vont décevoir, vont énerver, vous allez vous faire un ennemi. Alors, moi, je fais des séminaires d'écriture et je leur dis, le principal intérêt de ce séminaire, donc c'est pendant 3 jours, tout le monde se retrouve et je leur explique comment on fait les romans. Le principal intérêt, c'est que vous allez former un groupe dans lequel vous allez pouvoir vous lire mutuellement en comprenant que l'intérêt de signaler à l'autre les faiblesses et les points forts, mais de manière technique. Par exemple, une bonne critique, ça sera de dire ton début, tu peux le faire plus court, de dire ces 2 personnages font la même chose, t'as qu'à en faire qu'un seul, ou t'as qu'à dire ou alors, par exemple, ta fin, on la voit venir trop facilement. Ça, c'est des choses utiles. Ou alors, on peut dire que la révélation de ce personnage arrive trop tôt. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont vraiment aider. Mais dire c'est formidable et j'ai adoré ton bouquin, aucun intérêt. Donc, c'est de bon marché sans liberté de critiquer, il n'y a pas d'éloge flatteur. Voilà. Ouais, ça c'est beau marché, ouais. Voilà. C'est vrai. Mais quand même, j'imagine qu'avec tout le public que vous rencontrez, notamment dans des festivals comme celui qui se tient à Monaco. Le fabuleux festival de Monaco. Non, mais notamment dans ce festival-là, vous allez avoir des gens, où vous avez des gens face à vous qui vous aiment, donc qui vont vous dire c'est formidable ce que vous faites. Oui. Ben, vous les croyez quand même. C'est pas ça, c'est qu'apraprès j'entame un peu la conversation, c'est-à-dire il faut développer. Oui, alors, vous voulez dire quoi? Ouais, voilà, c'est-à-dire... non mais en général, les gens, les lecteurs qui viennent me connaissent, donc ils me racontent leur vécu par rapport à tel livre et quel endroit a précisément fait vibrer. C'est pas je vous aime, voilà. C'est sympathique à entendre, mais ça fait pas... C'est comme quand on dit j'adore votre bouquin, ok, ou je déteste votre bouquin, voilà. C'est pas assez nuancé. Alors maintenant qu'on a fait tout ce on va attaquer la deuxième question. La deuxième question la plus importante pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que dans tous vos livres, vous parlez de la suite. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre suite. La suite de ma vie, la suite de mon œuvre. Bah, peut-être un peu des deux. Est-ce que c'est très dissocié? Alors, je vais vous raconter un truc très très étrange qui se passe actuellement. Je tombe devant une situation assez étrange où j'écris un manuscrit qui fait déjà 500 pages d'un roman. Vous écrivez manuellement ou vous écrivez... Non, l'ordinateur depuis 1981. La première fois que j'utilise un traitement de texte. Donc à l'époque, je peux dire, on n'était pas nombreux à utiliser ça. Non. Fin de parenthèse. Ces 500 pages ne seront jamais publiées. Ah. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'époque fait que je pense que ce que je raconte dans ce livre ne peut pas être compris. Et donc du coup, je vais mettre ce manuscrit au congélateur. Et vous allez cryogéniser. Oui, il sera pour après ma mort, quand on pourra le comprendre. C'est un énorme boulot et c'est un travail que j'ai fait que ce soit en sciences et en histoire, où j'ai découvert des tas de choses. Mais ces choses-là, les gens n'ont pas envie de l'entendre, n'ont pas envie de le... Puis par rapport à l'époque telle qu'elle est actuellement, telle que l'actualité avance, c'est pas ce que les gens, je pense, ont envie de voir ou de lire. En tout cas, c'est pas ce qu'ils attendent de moi, donc je vais pas leur donner. Et ça va rester un manuscrit mystérieux. Et vous allez en faire un autre. Et j'en fais un autre. Seulement, vu que j'en fais un autre, j'avais quelques petites pistes et il n'y en a aucune qui me satisfait, ce qui fait qu'aujourd'hui,
je ne sais pas quel va être... Je sais que je veux sortir un livre le 1er octobre 2026, mais je ne sais pas encore le sujet. J'ai 3 ou 4 petites pistes, il n'y en a aucune qui me satisfait vraiment, donc ça risque d'être une 5e. Et il y a cette possibilité unique. Donc, j'ai fait 35 ans de métier d'écrivain et 35 romans. Il y a cette possibilité que j'envisage ici et maintenant, qui est pour moi la pire, c'est que je ne trouve pas d'idée satisfaisante et que ça soit ma première année où je ne respecte pas ma règle de 1 livre tous les ans. Mais je dois vous avouer, demain matin, je vais encore rechercher. Il faut que je trouve vraiment quelque chose qui ait du sens par rapport à l'époque et par rapport à ce que les gens peuvent entendre. Donc l'autre, il a du sens par rapport à l'époque, mais les gens ne peuvent pas l'entendre. Donc je vais essayer. Vous savez, ça sert à rien de... C'est une frustration ou pas? Oui, énorme. Énorme. Mais, vous savez, je vais vous donner un exemple. Copernic, tout d'un coup, il a compris tout le système stellaire, et il s'est dit, bon, vu qu'il y a quand même l'Inquisition, ce que je fais, c'est que je le mets dans un bouquin, et après ma mort, ils le trouveront, et ils comprendront. Et alors là-dessus, il y a un autre type qui s'appelle Galilée, qui trouve le bouquin de Copernic, parce qu'en fait, tout le milieu astronome connaissait le truc, et il se dit, il tient le bon bout, moi je vais communiquer dessus. Et il sort un livre qui est interdit par l'Église et l'Inquisition, et on lui dit, il faut arrêter maintenant de raconter des trucs comme ça, la naissance de l'humanité, c'est Adam et Ève, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de Big Bang. Il n'y a pas de planète qui tourne... Big Bang, on était loin. Mais il n'y a pas de planète qui tourne autour du Soleil et tout ça. Et Galilée, qui était copain avec le pape, il monte une com de feu de Dieu dans lequel il est victime, menacé et tout et tout. Et du coup, l'idée de Copernic passe par Galilée. Voilà. Ouais. Donc il y a un moment, les gens sont prêts à entendre, et il y a un moment, les gens ne sont pas prêts à entendre. Donc je vois pas pourquoi je dirais des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Voilà. Mais l'idée de Werber passera peut-être par quelqu'un d'autre alors. Oui, peut-être que ça deviendra mon manuscrit mystérieux, mais il y a un livre comme ça qui on a bien trouvé là un morceau de Michel Berger de Johnny Hallyday que personne n'a. Ben oui, ils ont trouvé sur une bande dans une armoire d'un studio d'enregistrement. Ils ont trouvé une bande qui date, je crois, de 89, si je m'abuse. Enfin, un peu plus tard, peut-être 91, que personne n'avait jamais entendu. Ah, je savais pas. Ouais. Mais moi, j'écris beaucoup de textes qui sont pas publiés parce que précisément pour cette raison, parce que je pense que les gens, c'est pas ce qu'ils ont envie de lire et c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre et c'est pas même s'ils lisaient et qu'ils entendaient, c'est pas forcément ce qu'ils comprendraient et c'est pas ce qu'ils ont envie de comprendre. Vous savez, à un moment, il y a une phrase que j'avais mise, c'est entre ce que je pense, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous comprenez, il y a plein de chances qu'on ne se comprenne pas. Et là, je sens bien que ce que j'ai envie de dire, d'abord, c'est pas dit que j'arrive à le dire suffisamment clairement, et après, c'est pas dit que les gens qui vont l'entendre puissent le comprendre clairement, parce que c'est pas dans l'air du temps. Non seulement c'est pas dans l'air du temps, mais j'ai l'impression que l'air du temps va dans la direction contraire. Il y a plein de choses qu'on a... Bon, l'un de mes grands leitmotifs, c'est qu'on est en train, actuellement, de se couper de la planète, mais se couper de la planète de notre nature humaine, de notre nature animale, notre nature de terrien. On est en train de devenir, dans l'enthousiasme, et avec aucun contre-pouvoir, aucun, je dis bien aucun, et surtout pas les écologistes, on est en train de devenir déshumanisés. Et cette chose-là m'inquiète beaucoup. Et ceux qui prétendent défendre les valeurs humaines sont les pires. Donc, c'est pour ça que personne n'a envie d'entendre ça. Et moi, Attends, vous l'avez dit là. Non, parce que vous l'avez survolé. Je reste dans la généralité, parce qu'en plus, c'est... imaginons que cette interview soit découverte dans 500 ans, on sera pas à qui je fais allusion. Mais de toute façon, je fais allusion. On va faire une petite transcription écrite, pas de sûr. Hein. C'est jamais. Non, mais je fais allusion à tout un système dans lequel vous avez l'impression que c'est un camp contre les blancs contre les noirs, les rouges contre les bleus. Et en fait, c'est pas ça. C'est les gens sont, comment dire, sans conscience contre les gens qui sont conscients.
Les inconséquents contre les conséquents. Ouais. C'est pas les conséquences, c'est plutôt le truc de conscience. Quand je dis conscience, le fait que... Voilà, il y a une phrase que j'aime bien, c'est de Freud. Il dit: l'homme a connu 4 vexations. La première... 3 vexations, excusez-moi, j'en rajoute. La première vexation, c'est Copernic qui a dit que la Terre n'est pas au centre de l'univers. La deuxième, c'est Darwin qui a dit l'homme est un animal comme les autres. Et la troisième, c'est Freud qui dit que la motivation de tous nos actes est la libido. 3 informations qui ont révolutionné le monde, d'accord ? Mais 3 informations qui sont très vexantes. Donc, réductrice, en tout cas pour l'homme qui se croyait au-dessus supérieur des autres. à ça. Voilà, on se croit supérieur aux autres animaux, on croit que la Terre est au centre de l'univers. Et on croit qu'on maîtrise la libido. Et on croit qu'on maîtrise la libido, et on dit non, c'est des grandes idées, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour l'art, c'est pour la politique, c'est pour sauver le monde. Alors non, voilà. Non. César et Antoine se sont battus pour Cléopâtre, pas du tout pour un territoire. Très bonne référence. Vous voyez ? Ah bah oui. Et peut-être Napoléon pour Joséphine. Exact. Mais en tout cas, c'est bien de ramener l'être humain à ses moteurs complètement animaux et de rappeler que nous sommes des animaux et c'est pas grave. Mais arrêtons de nous prendre pour des esprits supérieurs ou qui dominons tout. Dans les fourmis, il y avait cette idée que, ok, on fait des villes, on fait de l'agriculture, mais ils le font depuis 120 millions d'années alors que nous on démarre à peine. Ok, tout ce qu'on fait... Ok, ils n'ont pas des immeubles qui font 57 étages, quoique si, peut-être à leur taille, ils en ont. Évidemment. Les dômes des fourmis des bois que j'évoque dans le livre, ça correspond même à des cités que nous serons incapables de construire à notre échelle. Ah. Eh bien, merci, en tout cas. Moi, j'espère que dans un an, on aura de quoi parler du prochain. Parce que... J'espère aussi, mais cela dit, j'avais eu le même problème l'année dernière et j'ai trouvé la solution, donc c'est La Voix de l'arbre. Et La Voix de l'arbre, j'en suis très fier de ce livre parce que c'est sur la connexion aux arbres. Mais et j'explique comment là, il y a fonctionne du Siddhartha là derrière, parce que s'il y avait bien quelqu'un qui avait une connexion à son arbre, c'était Siddhartha. Oui, et c'était un figuier même. Et c'était un figuier, oui. Oui, il est resté 40 jours. J'en parle dans le livre, et en effet, l'arbre est source d'éveil. D'ailleurs, quand on est paumé, on n'a qu'à aller vers les arbres. Mais c'est ça. Je vais bien la méditer, celle-là. L'arbre, il peut pas dire de conneries. C'est vrai. Alors que votre chat, peut-être. Peut-être, effectivement. Merci en tout cas. Merci à vous.